Évidemment, vous restez avec nous et vous nous faites vivre cette mobilisation tout au long de l'après-midi. Pour en parler sur ce plateau, Véronique Fèvre, chef du service éducation de BFM TV. Bonsoir. Bonsoir. Véronique, Benjamin Duhamel, journaliste politique. Bonsoir à vous, Benjamin. Quentin Coton, vous êtes responsable du syndicat étudiant de droite uni à Sciences Po. Bonsoir à vous. Et Gwen Thomas Alves, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Merci à tous les quatre d'être présents. Qu'est-ce qui se passe précisément, Benjamin? Les forces de l'ordre qui viennent d'arriver, la tension qui monte d'un cran devant l'entrée principale du bâtiment de Sciences Po qui est donc bloquée depuis un moment maintenant. Oui, ce que l'on a pu voir ces dernières minutes et ces dernières heures, il y avait donc un blocus avec un sit-in, un certain nombre de militants, d'étudiants qui étaient devant donc l'entrée de Sciences Po au 27 rue Saint-Guillaume. Tout au long de la journée, on a vu un certain nombre de responsables politiques, notamment de la France Insoumise, venir les encourager, venir souhaiter qu'il y ait aux formes que la situation que l'on vit sur les campus américains soit dupliquée, puisse arriver aussi en France et notamment à Sciences Po Paris. Et puis ces dernières heures, c'était il y a une trentaine de minutes, on a vu arriver un certain nombre d'autres militants, étudiants, brandir d'autres affiches, des affiches avec des visages des otages encore détenus par le Hamas, des pancartes également appelant à la cohabitation de deux États et de deux peuples. Donc il n'y a plus que les sympathisants du comité Palestine de Sciences Po. Ah, écoutez, ici, moi, je suis pas exactement sur le terrain. J'écoute ce qu'ont pu dire David Dunal et Anne Lorbance. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il a été nécessaire que les forces de l'ordre, au fond, s'interposent pour éviter que les choses dégénèrent. Ce qui dit quelque chose du niveau de polarisation du débat. Ce qui interpelle particulièrement, c'est ce que nous racontait David Dunal tout à l'heure, c'est que ceux-là même qui sont arrivés avec des affiches défendant la solution à deux États ou montrant encore une fois le calvaire des otages ont été qualifiés de perturbateurs par ceux-là même qui font le sit-in, ce qui montre bien au fond la dérive d'un combat qui n'est plus seulement celui de la défense du peuple palestinien et du carnage qui a lieu à Gaza, puisque là-dessus il peut y avoir une forme sinon de consensus, du moins de constat, mais bien quelque chose qui va beaucoup plus loin, parce que quand on a des slogans qui flirtent entre l'antisionisme et l'antisémitisme, des slogans qui en appellent à de la rivière à la mer, la liberté de la Palestine, cela dit quelque chose d'une forme de radicalisation de la cause palestinienne, qui rappelle une fois encore ce qu'on a pu voir sur des campus américains, parce que rappelons ce qui se passe à Columbia. Il y a bien sûr une défense de la cause palestinienne. Il y a même d'ailleurs des étudiants juifs qui défendent aussi le droit des Palestiniens. Et puis il y a ce que l'on voit à la nuit tombée, avec des slogans qui appellent à brûler la ville de Tel Aviv, avec des slogans qui parfois font l'éloge du Hamas. On n'en est heureusement pas là, mais on voit le risque de dérive d'un certain nombre de militants qui sont aujourd'hui mobilisés devant les portes de Sciences Po. Avec dans ces prestigieuses universités américaines des dizaines d'arrestations qui ont eu lieu d'ailleurs la semaine dernière. Gwen Thomas Alves, vous avez participé, vous, à cette mobilisation ? Tout à fait, oui, on y est, nous, depuis hier, en soutien à ces étudiantes et à ces étudiants qui se mobilisent, évidemment. Oui. Et quand vous voyez ces images-là, est-ce que vous les déplorez, les forces de l'ordre présentes, voilà, ce que disait Benjamin, qu'on qualifie certaines personnes qui arrivent avec des pancartes sur la libération des otages, de perturbateurs, est-ce que vous y voyez une dérive ? Non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un combat beau qui se mène aujourd'hui à Sciences Po, et on encourage les étudiantes et étudiants de Sciences Po et même des autres universités à se joindre à ce combat, parce qu'il faut recontextualiser. Il y a un génocide aujourd'hui en cours à Gaza avec 35 000 personnes qui sont mortes, et l'histoire nous regarde. Alors, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Sciences Po... Amnesty parle de risque génocidaire avec si on se tient à la Cour internationale de justice, on parle effectivement d'un risque imminent de génocide. Mais on ne parle pas de génocide, soyons prudents sur les termes. Je fais une toute petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu... la présidente de la Cour internationale de justice, qui était à la tête de la CIJ quand la décision a été rendue, a fait une interview à la BBC, à la télévision britannique, où elle a expliqué que la façon dont les médias avaient interprété la décision n'était pas conforme à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle parle d'un risque plausible pour défendre les droits des Palestiniens, mais pas de risque plausible de la part d'Israël de commission d'un génocide. Donc là encore, je rebondis sur ce que disait Julie, attention aux mots qui sont utilisés, ce qui encore une fois ne veut en aucun cas dire
que l'on détourne le regard de l'horreur, de l'épouvante de ce qui est en train de se passer. On le rappelle, dans la bande de effectivement, Gaza. selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 34 000 morts à Gaza. Mais on peut dire que les revendications sont légitimes. Est-ce que vous déplorez quand même la méthode, le blocus du campus, l'impossibilité de donner des cours et les forces de l'ordre qui sont contraintes d'intervenir? C'est un mouvement étudiant en même temps. Enfin, on va pas s'attendre qu'un mouvement étudiant face au détract. Il y a ce carnage ou ce génocide, tout dépend sur quelle base on fait, parce qu'il y a aussi des experts de l'ONU qui parlent de génocide. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand on a cette information-là, évidemment qu'il y a une mobilisation qui se fait aux États-Unis, qui parfois a des dérives effectivement, mais aujourd'hui à Sciences Po Paris qui est très belle, avec ces étudiants, parfois ces étudiants de confession juive qui se mobilisent, et on ne peut que les encourager. Monsieur, je peux juste vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu l'équivalent dans la foulée du 7 octobre? Comment ça? À Sciences Po, une mobilisation contre l'horreur de ce qui s'était passé le 7 octobre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu de mobilisation équivalente? Parce que il y a un contexte qui se fait, c'est que le 7 octobre, il y a eu une attaque terroriste qui s'est faite contre l'État d'Israël, que tout le monde a condamné en réalité. Les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Non mais pourquoi on n'a pas... Non, mais c'est une question vraiment qui n'est pas polémique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu l'équivalent, c'est-à-dire un sit-in avec des mots d'ordre très forts contre l'horreur de ce qui était arrivé le 7 octobre? Moi je sais pas, moi je suis pas à Sciences Po, il faudrait leur demander. Ah oui, voilà, vous n'êtes pas Sciences Po, ça commencerait par là. Il faudrait peut-être commencer par là, en effet. Non, vous les n'êtes pas étudiants à Sciences Po, mais vous participez à cette mobilisation. On est en les soutien, étudiants à Sciences Po, c'est pas universaliste. du tout ce qu'ils voient. Ils voient pas du tout la Palestine. Les étudiants à Sciences Po, ils voient actuellement des blocus illégaux. Ils voient actuellement l'impossibilité d'accéder aux bibliothèques, les cours annulés à la dernière minute. On n'est même pas prévenu des cours annulés. J'ai eu un cours annulé il y a même pas 2 heures. Le professeur n'était même pas au courant. Il nous a envoyé un mail. Voilà, désolé, on sait pas. Sciences Po ne prévient pas parce que malheureusement ils sont totalement dépassés par les événements. C'est ça qu'ils voient les étudiants. Sur ce plateau. Les étudiants, ils voient que dans 10 jours, ils ont des examens et qu'on est en train de nous dire qu'on va les déplacer. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Nous, monsieur, ce qu'on voit, monsieur, c'est qu'il y a 35 000 personnes qui sont mortes à Gaza. Mais c'est pas ce que voient les étudiants Vous ne de mobilisez Sciences Po. pas, vous vous rendez complice. Ce ne sont pas ce que voient les étudiants de Sciences Po, monsieur. Rendez-vous compte. Je ne suis complice de rien du tout. Ne m'accusez pas d'être complice de quelque chose. Merci. Mobilisez-vous alors. Mais je n'ai pas à me mobiliser, je ne vais pas embêter les étudiants d'entrée. Ils peuvent se mobiliser à l'intérieur de Sciences Po en faisant des débats, en organisant des rencontres. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi viennent-ils ici manifester et bloquer les autres étudiants? Ils ont des examens la semaine prochaine. Vous allez les embêter encore? Vous allez continuer de les embêter? Est-ce que vous allez continuer d'embêter les étudiants qui souhaitent accéder à leur établissement? Est-ce que ça a permis la reconnaissance de l'État palestinien et un cessez-le-feu, monsieur? Mais je ne vous parle pas du tout de ça là, vous êtes en train de me parler de quelque chose alors que moi je suis en train de vous parler de ce qui embête les étudiants. Vous êtes en train de me parler du fond du souci. Je vous parle pas de ça, il y a déjà des débats à Sciences Po qui se font sur cette question. Sciences Po l'a organisé, les étudiants l'ont fait. Pourquoi vont-ils plus loin en organisant des parades à 12h20 tous les jours de la semaine? Pourquoi vont-ils plus loin en organisant ici un blocus et en embêtant les étudiants? Est-ce que le dialogue est encore possible à Sciences Po? Parce que c'est ça qu'on déplore, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses en France et on a l'impression que le dialogue entre étudiants est devenu absolument impossible. Mais oui, mais il faut que les gens se rendent compte, Sciences Po, c'est les futurs magistrats, les futurs avocats, certains futurs enseignants, des futurs chercheurs. Et là, voilà l'image qu'on renvoie. L'image de personnes qui ne veulent pas porter de drapeau français. Le drapeau français a été caché devant l'entrée de Sciences Po il y a 30 minutes de cela. Voilà, donc les futurs magistrats, les futurs avocats, les futures personnes amenées à être dans des cabinets ministériels ne défendront pas demain les intérêts du pays. Quentin Coton, moi j'ai été à Sciences Po il y a quelques années. Vous savez très bien qu'il suffit de quelques dizaines d'étudiants qui d'ailleurs parfois ne viennent même pas de Sciences Po mais viennent d'ailleurs pour bloquer l'institution. Ah oui, mais là, sous votre contrôle, mais ceux qui sont je crois qu'il y a plus de 10 000 étudiants à Sciences Po. C'est ça, non, mais exactement. Je ne sais pas combien exactement. 5 000 à Paris. 5 000 à Paris, plus dans les campus. Donc ça reste ultra minoritaire, on parle d'une soixantaine. Et j'ajoute aussi un petit commentaire. Il y a toujours eu à l'université, à Sciences Po, ces dernières années, des blocus, des façons plus ou moins sonores de faire passer des opinions. Moi, je pense modestement que le sujet n'est pas tant de savoir si tel cours ou tel cours est annulé, mais plus les dérives qu'il peut y avoir dans un certain nombre de mots d'ordre. Et je maintiens que dans ce qu'on a pu entendre, dans les appels à, au fond, une sorte de... Que ça fasse tache d'huile par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, je pense que le problème est plus là. Le problème n'est pas après qu'il y ait des mobilisations politiques, estudiantines. Écoutez, on ne va pas remonter à mai 68 pour en voir. Oui, on peut les déplorer. On peut considérer qu'effectivement, il y a un certain nombre de troubles pour les étudiants. Je ne suis pas certain que ce soit le sujet le plus important. Ah bah si, à Sciences Po, c'est le sujet le plus important. Après, je vais revenir sur ce que vous dites. C'est pas parce que ça a toujours été le cas qu'il faut que ça continue et que ça s'empire. Parce que là, ça s'empire. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui viennent à la boule au ventre dans notre école. Des étudiants juifs, des étudiants israéliens. L'une des revendications du mouvement, c'est de mettre fin aux accords avec les institutions israéliennes, universitaires, ainsi que toutes les entreprises qui auraient des liens avec Israël. Donc ça veut dire que l'une des revendications, c'est de virer tous les étudiants israéliens de notre école. Parce que c'est ça, il s'agit de cela. Les étudiants étrangers qui viennent d'Israël. Qui viennent la boule au ventre vraiment à Il y a Sciences Po. des étudiants qui viennent la boule au ventre à Sciences Po. Parce vous rigolez? qu'ils craignent des dérives antisémites.
Des dérives antisémites ou même des dérives tout court. Moi, hier, j'ai été suivi par un étudiant en kéfier qui voulait pas que j'aille dans le parterre de la péniche. Est-ce que vous êtes responsable d'extrême droite, monsieur? C'est pour ça. Je suis pas responsable d'extrême droite, je vous permets pas de dire ça, première chose. Et deuxième chose, je suis désolé, je suis étudiant à Sciences Po, vous ne l'êtes pas. Donc j'ai un peu plus de droit quand même d'aller en péniche, qui est mon établissement. Moi, je me suis battu pour rentrer à Sciences Po. Donc je suis désolé, mais j'ai quand même le droit de circuler normalement dans mon établissement. Et quand bien même on est d'extrême droite, tous les étudiants ne partagent pas les mêmes opinions politiques et il a le droit de circuler. Oui, mais ça leur pose problème. Dans on n'a pas les mêmes l'établissement. opinions, on a compris que ça posait problème à la gauche. De toute façon, ça c'est pas nouveau. Absolument pas, monsieur. Et par exemple, juste monsieur, sur ce slogan, de la rivière à la mer, Palestine sera libre. Est-ce que vous comprenez que cela soit pris par un certain nombre d'étudiants, qu'ils soient de confession juive ou pas, comme une façon de nier le droit à Israël d'exister? Il peut y avoir des dérives antisémites, et si c'est le cas, je les condamne. Non, mais je vous parle très précisément de ce slogan que l'on entend devant les portes de Sciences Po. Et un État binational et laïque, c'est une solution qui est portée par plein de monde, en réalité. Celle qu'on tient, c'est les résolutions de l'ONU avec 2 États libres et indépendants. Et en revanche, ce qui n'est pas compatible avec ce type de slogan. Vous le reconnaissez. On peut réfléchir à d'autres solutions. Israël dégage, Palestine n'est pas à toi. Et au peuple palestinien de décider par eux-mêmes. Alors, pardonnez-moi, on poursuit évidemment le débat, mais juste avant, j'aimerais qu'on aille retrouver Anne-Laure Bans. Vous êtes sur place. Anne-Laure, racontez-nous ce qui est en train de se passer. Les forces de l'ordre qui sont arrivées il y a une vingtaine de minutes. On sent que la tension est montée d'un cran. Racontez-nous. Oui, tout à fait. En fait, la tension, elle est montée d'un seul coup lorsque des militants israéliens sont arrivés ici rue Saint-Guillaume. La rue, déjà, pour vous faire un topo, elle est complètement coupée à la circulation par un cordon. C'est-à-dire qu'il y a des badauds derrière qui regardent ce qui se passe dans cette petite rue Saint-Guillaume où se situent les locaux de Sciences Po Paris. Donc, pour vous refaire un peu le cours de l'histoire, il y a un blocus avec des militants du comité pour la Palestine. Ils ont été rejoints également par d'autres syndicats de Sciences Po Paris. Ils mènent un blocus depuis hier soir maintenant et ils faisaient un sitting devant les grilles du bâtiment qui est actuellement également occupé par d'autres manifestants pro-palestiniens. Et puis en milieu d'après-midi, il y a eu l'arrivée de ces militants pro-israéliens avec des pancartes demandant notamment la création de 2 États, mais également des pancartes avec le visage des otages toujours retenus par le Hamas. C'est pour vous simplifier la situation. On pourrait dire que d'un côté, il y a des militants pro-palestiniens, de l'autre, des militants pro-israéliens. Mais lorsqu'on le regarde, la composition de ces groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Du côté des militants israéliens, il y a effectivement des étudiants de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a aussi des civils lambda. Et puis on a vu arriver, c'est à ce moment-là que la situation est étendue, des hommes complètement habillés en noir, le visage dissimulé par des cagoules. Ils se sont mis à pousser contre les militants et les étudiants pro-palestiniens qui participent à ce blocus. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir pour créer 2 cordons sanitaires afin de séparer ces deux parties. D'un côté avec des personnes qui défendent la création pour 2 peuples, pour 2 nations. C'est ce qu'on voit sur ces images que vous voyez en direct sur les images de Tom Beck. Et puis de l'autre côté, vous avez les étudiants qui ont participé, qui participent toujours à ce blocus devant les locaux de Sciences Po Paris. Merci beaucoup Anne-Laure Bans, merci pour toutes ces précisions. Véronique Fèvre, il y a eu un message un peu plus tôt lancé par la direction qui condamne fermement ces actions étudiantes, qui empêchent le bon fonctionnement, je cite, de l'institution et pénalise les étudiants, les enseignants et les salariés. On rappelle qu'il n'y a toujours pas de directeur. Non, toujours pas. À Sciences Po. Oui, c'est une direction un peu maudite, parce qu'on a eu une succession de directeurs. Et Mathias Vichra a démissionné dernièrement. Et on voit qu'on a du mal à trouver un remplaçant. Avec, dans cette gestion... Du coup, ça complique évidemment la tâche pour l'administrateur provisoire, Jean Basser. Évidemment, vous n'avez pas le même poids quand vous êtes un directeur nommé, que vous êtes reconnu, que quand vous arrivez dans une situation déjà compliquée. Parce qu'on l'a vu précédemment, Mathias Vichra, il est parti après un scandale, il y a eu des violences avec sa compagne, mais surtout les étudiants avaient exigé son départ. Donc l'école
l'école devenait, il ne pouvait plus être maintenu à son poste. Et là, on le voit, les étudiants ont une tendance, je dirais, par rapport à d'autres écoles, à exiger en fait. Là, on voit que la liste de revendications, elle est quand même conséquente. On va la revoir, la liste de revendications. Oui. Le comité palestinien revendique notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations, c'est ce que vous évoquiez, avec toutes les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Avec aussi la fin des sanctions disciplinaires qui sont en cours depuis les problématiques qu'il y a déjà eu. Parce que, on rappelle, depuis le 7 octobre, les tensions se sont multipliées, particulièrement le 12 mars dernier, puisque les étudiants, le même comité, a empêché l'accès, a empêché la tenue d'un cours et a pris l'amphi Boutmil, principal amphi de Sciences Po, et puis a demandé, a exigé qu'une étudiante juive ne rentre pas. Donc on se souvient que Gabriel Attal était intervenu par la suite pour rappeler fermement les règles. Avec cette formule, le poisson pourri par la tête. Une formule très forte. Ça avait été très mal perçu en interne par Sciences Po qu'un Premier ministre se permettre de venir voir le conseil d'administration pour sermonner tout le monde. Mais il faut dire que Sciences Po, ce n'est pas n'importe quelle école. C'est l'école où passent tous les dirigeants politiques. Il y a une attention particulière. On va les retrouver. Benoît Ballet, vous êtes notre correspondant à Washington. On voulait faire le point avec vous parce que j'imagine, vous qui avez couvert aussi ces manifestations dans les prestigieuses universités, à Harvard, à Yale, à Columbia en ce moment, les images qu'on voit là en France, clairement, elles rappellent ce que vous voyez vous aux États-Unis. Oui, parce que depuis le 7 octobre, vous savez, il y a régulièrement des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains. Mais effectivement, depuis la semaine dernière, ces protestations ont pris véritablement de l'ampleur quand les étudiants de l'université Columbia à New York ont décidé d'installer un campement dans leur campus. Alors la direction a tenté de les en déloger avec l'aide de la police, mais ça n'a pas fonctionné. Et au contraire, ça a même propagé le mouvement. Les manifestations ont gagné tout le pays avec des rassemblements à Boston, à Austin dans le Texas, à Los Angeles en Californie, Chicago dans le Michigan, Atlanta en Géorgie, et avec au total plus de 500 étudiants qui ont été interpellés en seulement une semaine, et des conséquences parfois très concrètes sur la scolarité et surtout symboliques. Regardez, avec cette université de Californie qui a annoncé hier annuler la principale cérémonie de remise de diplôme, qui est une étape extrêmement importante, symbolique et traditionnelle dans la vie des étudiants américains. Il y a un syndrome, merci beaucoup Benoît Ballet, évidemment, donc des images qui rappellent celles qu'on voit aux États-Unis. Il y a un syndrome Harvard, Columbia, Yale à Sciences Po. Oui, on n'est pas étonné. Puis en plus, l'administration, pour le moment, n'a pas réagi. Donc voilà. L'administration a discuté. J'aimerais rajouter au point des revendications, puisqu'ils ont eu Assemblée Générale tout à l'heure. Et du coup, ils ont rajouté un point, parce que l'administration avait proposé quelques ajustements, ça leur convenait pas. Et ils ont dit, alors on veut ça. Et en plus, on veut maintenant un groupe de travail pour que Sciences Po discute de la possibilité de condamner publiquement ce qui se passe actuellement entre Israël et Gaza. Donc l'administration, de toute façon, est totalement perdue. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Et nous, ce qu'on demande, du moins à l'Uni Sciences Po, c'est vraiment une fermeté, c'est-à-dire fini la pitié, un peu d'autorité à Sciences Po, quoi. Alors, la ministre de l'Enseignement supérieur a pris la parole. Elle a été plutôt ferme. Elle va avoir recours à un collège de déontologie pour justement peut-être rappeler si ces revendications entrent dans les prérogatives de l'université. A priori, on se doute que non. Le principal problème qu'il y a, c'est que si vous avez dans l'enseignement scolaire, si vous avez une occupation d'un établissement scolaire qui gêne le fonctionnement de l'établissement scolaire, c'est puni sur le plan pénal. En revanche, sur les universités, il n'y a pas de répression pénale, c'est-à-dire qu'on peut occuper un établissement d'enseignement sans être poursuivi. Seules les dégradations font l'objet de poursuites. Est-ce que c'est le rôle de Sciences Po vraiment de répondre à ces revendications? Je les rappelle donc, la condamnation claire des agissements d'Israël, la fin des collaborations avec les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Est-ce que c'est le rôle
vraiment de Sciences Po. Bon, on parle de la 2e ou 3e meilleure école de sciences politiques du monde, donc effectivement, enfin, c'est une voix qui est très écoutée et je pense qu'on pourrait être très fiers ici en France que l'université de Sciences Po Paris, l'école de Sciences Po Paris puisse condamner ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ça paraît très très logique, hein. Enfin, on est à plusieurs mois après le 7 octobre, plusieurs mois après les premières attaques d'Israël sur la bande de Gaza, avec 35 000 morts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va de soi que oui, il faut qu'il y ait une mobilisation générale et qu'il y ait une unanimité pour dire qu'on condamne fermement ce qu'il se passe. Et après, il ne faut pas que des mots, il faut aussi qu'il y ait des actions. Et ces actions, ça passe par la reconnaissance de l'État palestinien et d'avoir un cessez-le-feu. C'est évidemment pas Sciences Po Paris qui décide. C'est sûr que ces événements-là, ça va donner envie aux Français de condamner Israël tout de suite. Là tout de suite, ça les agacerait pas forcément, quoi. Mais c'est par la mobilisation, monsieur, qu'on gagne des choses. Non, mais les Français, quand ils voient ces images, vous croyez que ça leur donne très franchement envie de mettre leurs enfants à Sciences Po, là? Mais vous savez que... Moi, je vous parle des étudiants, je vous parle pas du fond, parce que le fond, on peut en discuter à l'intérieur sans souci. Ça a déjà été fait, je vous le dis. Rima Hassan a été invité, ça n'avait posé problème à personne. Visiblement, la discussion est compliquée quand même. Mais... Oui, la discussion aujourd'hui est compliquée. La discussion est compliquée parce qu'on a en face de nous des gens très extrêmes qui ne veulent pas entendre des positions divergentes, qui refusent de l'entendre. C'est pas extrême, monsieur, c'est condamné. Non, vous avez raison, c'est pas extrême. Non, du tout. Des personnes qui se mettent sur les tables ou en péniche debout sur le banc, c'est pas du tout extrême. Des personnes qui gueulent. Quelqu'un qui s'est mis debout sur une table. De quoi? Vous êtes en train de condamner quelqu'un qui s'est mis debout sur une table, c'est ça votre propos, monsieur? Mais c'est pas du tout ce que je viens de dire, monsieur. C'est un bordel généralisé, une ZAD généralisée, si vous voulez. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et ça, vous voulez pas l'admettre. Et c'est un vrai problème. Vous l'évoquez, la venue de Rima Hassan, 7e sur la liste de la France Insoumise pour les Européennes, qui juste avant d'ailleurs avait lancé un message: venez tous et toutes à Sciences Po, l'heure est au soulèvement. Il y a eu un message lancé aussi par Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'il dit: je voulais à tout prix vous adresser le salut plus reconnaissant, le plus admiratif pour le travail que vous avez engagé en occupant les lieux. Et puis ce matin, vous rassemblant, vous êtes à cet instant pour nous l'honneur de notre pays. L'image la plus forte que nous puissions donner du fait que les Français n'acceptent pas, ne se résignent pas. Les Français ne laissent pas faire sans agir. L'odieux, l'abominable massacre, le terrible génocide à Gaza. Vous serez bien sûr soumis à toutes sortes de pressions et de brutalités, mais j'ai la certitude que vous y résisterez et qu'en le faisant, vous encouragerez d'autres consciences, d'autres actions à se mettre en mouvement. Benjamin. Oui. Il incite voilà, ce genre de mouvement à se multiplier. Jean-Luc Mélenchon poursuit la stratégie qui est la sienne et celle de la France Insoumise depuis quelques mois, qui est non seulement de parler fort, avec des mots forts. Là, on n'est même plus sur le risque de génocide, pour reprendre ce que vous disiez il y a un instant, monsieur, interprétant ainsi la décision de la Cour internationale de justice, mais bien sûr un génocide qui, rappelons-le, est une volonté déterminée de supprimer un peuple au nom de son ethnie, au nom de sa religion. Donc Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à utiliser ce terme-là. Il est dans une stratégie politique consistant à essayer de mobiliser notamment des électorats en vue des européennes, des électorats qui habituellement ne se mobilisent pas, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire aussi un électorat qui vient des quartiers populaires, parfois musulmans, et qui est effectivement sensible à la cause palestinienne. Avec, il faut le dire, des choses assez singulières. Vous citiez il y a un instant le tweet fait par Rima Hassan, 7e sur la liste de la France Insoumise, qui appelle à un soulèvement. Mais un soulèvement contre qui? Un soulèvement avec quel type de mot d'ordre? Reconnaissez que c'est pour le moins singulier d'utiliser ce terme-là. Et puis, je le rappelle une fois encore, quand Rima Hassan se rend devant les portes de Sciences Po pour féliciter ceux qui sont en train de se mobiliser et appeler au fond à une forme de duplication de ce que l'on voit et de ce que nous racontait il y a un instant Benoît Ballet, notre correspondant à Washington, aux États-Unis. Parlons un instant de ce qui se passe à Columbia. Columbia, il y a la mobilisation en faveur du peuple palestinien contre ce qui se passe à Gaza, et là-dessus, personne ne ferme les yeux sur le drame humanitaire, sur le bilan humain. Maintenant, parlons aussi de ce qui se passe sur le campus de Columbia quand la nuit tombe. Quand la nuit tombe, vous avez des étudiants juifs qui ont peur de rentrer chez eux sur le campus. Vous avez parfois des mots d'ordre consistant à expliquer qu'il faut brûler Tel Aviv, des mots d'ordre qui font l'éloge du mouvement terroriste du Hamas. Est-ce véritablement ce que la France Insoumise souhaite importer devant les universités françaises? C'est là où, au fond, on voit un discours politique qui est systématiquement sur la brèche, avec une forme de dévoiement de la cause palestinienne. Et vous savez, même des partenaires, des anciens partenaires de gauche le disent. Moi, j'écoutais, c'était Léon Desfontaines, la tête de liste du Parti communiste, qui était à la radio jeudi matin et qui expliquait que la France Insoumise souillait la cause palestinienne. Les mots sont extrêmement forts, ce qui montre en tout cas qu'il n'y a pas unanimité, même de la part de familles politiques, le Parti communiste, qui ont
toujours, dans leur histoire, défendu l'autodétermination des Palestiniens, qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, mais qui simplement voient bien les mots et la stratégie de la France insoumise pour tenter de mobiliser certains électorats en vue des élections européennes. Qui en a fait le cœur de sa campagne. Absolument. Le conflit israélo-palestinien, c'est le cœur de la campagne de la France insoumise. C'est le cœur de la campagne de la France insoumise, alors même que l'on a tendance à ne pas voir véritablement le rapport qu'il peut y avoir avec les compétences de l'Union européenne, même si bien sûr on a entendu par exemple Raphaël Glucksmann rappeler qu'il était favorable à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La réalité, c'est que les élections intermédiaires ne sont jamais favorables à la France insoumise, parce que la France insoumise parle à un électorat qui a tendance à se mobiliser très fortement au moment de la présidentielle et beaucoup moins à l'occasion d'autres élections, et que donc c'est une stratégie parfaitement assumée, qui d'ailleurs éclipse tout à fait la tête de liste Manon Aubry, qui se voit remplacée par Rima Hassan, qui en réalité apparaît comme une forme de tête de liste de substitution. Raphaël Glucksmann, d'ailleurs, qui a réagi au micro de BFM TV, qu'on fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens, qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et noble, dit-il. Après, dans quelle atmosphère on le fait? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas le point de vue? Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est compliqué. Est-ce que vous partagez le point de vue de Raphaël Glucksmann? Ça fait depuis octobre qu'il y a des discussions autour de ce qui se passe à Gaza. Rien n'a changé. Il y a toujours autant de morts, il y a toujours des bombes qui sont larguées sur la bande de Gaza. Donc maintenant, l'heure est à la mobilisation, en réalité. Et donc, je m'associe pas du tout, moi, au propos de Raphaël Glucksmann. Au contraire... Qui dit que c'est digne et noble de s'inquiéter du sort des Gazaouis. Hein. Évidemment que c'est digne et noble, on est humain, et on parle d'humains qui se font bombarder à longueur de journée. Donc évidemment, encore heureux qu'il ait ces propos-là. En revanche, le fait, quand il dit qu'il faut dégager ces étudiants de Sciences Po Paris, il se trompe en réalité. Parce que ces étudiants, ils honorent la France en réalité. C'est ces étudiants-là qui manifestent pour un cessez-le-feu et qui sont humanistes. Aujourd'hui, on a ces étudiants-là et il faut évidemment que la mobilisation puisse s'élargir, mais en réalité, ils honorent la France. Mercredi, les forces de l'ordre sont venues déloger les étudiants qui campaient là. Est-ce qu'on est parti pour le même scénario? Alors, pour l'instant, ce n'est pas ce que souhaite privilégier l'administrateur provisoire. Il faut rappeler que mercredi, il y a eu énormément de dialogue avec les étudiants pour leur demander de partir. Ils avaient donc mis des tentes. Et les forces de l'ordre ne sont intervenues qu'en dernier recours pour quelques étudiants qui ne voulaient pas partir. Vraiment, pour un président d'université, c'est toujours le recours aux forces de l'ordre, c'est toujours difficile. Parce que ce sont toujours des images négatives et qui sont contraires, je dirais, à l'image que les universités veulent avoir, c'est-à-dire une image d'ouverture, de capacité de débat. Donc c'est toujours quelque chose qui est évité. On va voir comment ça va dans les prochaines heures. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'a pas autorité, Sylvie Retailleau, sur les universités, mais néanmoins c'est une autorité morale, a bien dit qu'elle avait soutenu l'administrateur provisoire quand il avait eu recours aux forces de l'ordre mercredi. C'est une manière de sous-entendre qu'il pourra tout à fait y recourir si nécessaire. Mais on le sait, voilà, l'administrateur provisoire a d'abord tenté de dialoguer. C'est vraiment pas l'hypothèse privilégiée. En général, ces interventions, elles se font très très tard ou très très tôt, mais rarement à 19h le soir. On rappelle quand même que là, Benjamin, il n'y a pas de violence. Voilà, ce sont des étudiants, donc principalement sympathisants du comité Palestine de Sciences Po présents, d'autres groupes qui se sont rajoutés plutôt du camp pro-israélien, mais il n'y a pas de violence. Non, pour l'instant, il n'y a pas de violence. Il y a des forces de l'ordre qui sont prépositionnées au cas où la situation dégénérerait, mais vous avez raison de rappeler que pour l'instant, on peut considérer qu'il y a de la violence verbale, qu'il y a des slogans qui sont pour le moins ambigus, mais il n'y a pas de violence physique. Il n'y a pas ce que certains ont décrit le 12 mars et qui avait suscité, Véronique Febvre le rappelait tout à l'heure, notamment la venue du Premier ministre à Sciences Po, qui était cette suspicion qu'une étudiante juive avait été interdite de rentrer dans le principal amphithéâtre de Sciences Po. Avec les mots, visiblement, qui auraient été prononcés, même s'ils ont été remis en question par des pro-palestiniens, on ne la laissait pas rentrer, c'est une sioniste. Et un mot sur cet élément-là.
personne ici sur ce plateau n'a la capacité de dire avec certitude ce qui s'est passé le 12 mars. Ni vous, monsieur Coton, responsable de l'UNI, ni vous, monsieur qui vous félicitez de ce qui s'est passé là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en ce moment une enquête interne avec la possibilité qu'il y ait des sanctions. Et c'est là où on arrive à une forme d'étonnement dans les revendications des étudiants qui pratiquent le sit-in. Considérer qu'une des conditions de levée du blocage serait une amnistie ou une forme d'absolution de tout étudiant suspecté d'avoir commis des actes qui seraient donc répréhensibles est un problème. Parce que si d'aventure l'enquête interne, l'instruction conclut à la responsabilité de tel ou tel étudiant dans ce qui s'est passé le 12 mars, au nom de quoi il y aurait une forme d'amnistie simplement parce qu'il y a ce sit-in. Je le répète, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là. Mais on ne voit pas pourquoi l'instruction en cours et le fait d'essayer d'arriver à la vérité seraient arrêtés par le seul fait de la mobilisation de ces étudiants. Les sanctions, elles pourraient aller jusqu'où? On sait, enquête interne, donc depuis les épisodes du 12 mars, des exclusions, tout simplement. Évidemment, ça c'est toujours ce que peut craindre, un étudiant. Ce que j'ajoute par rapport à l'intervention des forces de l'ordre, c'est ce qui est très compliqué pour les universités, c'est qu'elles sont responsables aussi de la sécurité des étudiants. Donc c'est compliqué de maintenir cette situation parce qu'il ne faut pas que des étudiants se mettent en danger. S'il arrive quelque chose à un étudiant là pendant ce blocus, ça peut leur être reproché. Et évidemment, surtout, ils ne le veulent pas parce qu'ils souhaitent le bien-être des étudiants. Et puis l'autre question, c'est la question des dégradations. On se souvient dans nombre de situations que ce qui est important aussi, c'est de préserver les locaux. On se souvient d'universités qui ont été saccagées. On se souvient de Tolbiac qui avait été longuement occupé. Et ça aussi, c'est une préoccupation des établissements de se retrouver avec des millions d'euros de dommages. Dommages. Et voilà pourquoi ils ne souhaitent pas, en général, que ça se prolonge. Mais une intervention policière, c'est aussi compliqué, surtout avec des jeunes. On peut aussi avoir des blessés. Donc tout cela est vraiment une épine dans le pied de l'administrateur provisoire. Sacrée épine dans le pied pour son arrivée, j'ai entendu dire. Alors, on va tout de suite aller retrouver David Dunal sur place. David, je crois que vous êtes juste derrière les forces de l'ordre qui sont arrivées il y a une grosse demi-heure maintenant. Racontez-nous l'atmosphère donc sur place, David. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un autre groupe était venu, il y a eu une confrontation et donc les policiers sont venus pour séparer les deux groupes et maintenant ils sont tenus à bonne distance. Nous on est au milieu de cette zone, vous voyez cette ligne de 10 policiers qui est devant ces manifestants, donc qui sont certains debout mais la plupart assis devant le bâtiment de Sciences Po. Vous voyez ce bâtiment avec des militants qui sont à l'intérieur, des personnes qui sont à l'intérieur, cagoulées, en tout cas avec des masques qui occupent ce bâtiment donc certains depuis hier soir, qui parlent à la foule comme en ce moment d'ailleurs à l'aide de ce mégaphone, qui leur disent par exemple tout à l'heure, alors souvent en anglais d'ailleurs, que l'administration par exemple leur a demandé de quitter, qu'ils comptaient sur leur soutien. Et donc on a entendu dans cette rue toutes les personnes, plusieurs centaines de personnes qui sont là, scander qu'elles resteront ici en soutien donc à la Palestine, en soutien aux personnes qui bloquent, qui occupent en tout cas ce bâtiment de Sciences Po. Et donc pour l'instant, eh bien ces policiers que vous voyez sont toujours ici, ils forment toujours une ligne et il y a donc toujours plusieurs centaines de personnes qui sont devant ce bâtiment de Sciences Po avec beaucoup de drapeaux palestiniens ici. Merci beaucoup, David Dunal. Benjamin Duhamel, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon? Je reviens aux propos énoncés par le leader de la France Insoumise. Je rappelle que Rima Hassan, 7e sur la liste de la France Insoumise pour les européennes, s'est rendue sur place et a demandé à tout le monde de venir les rejoindre. À quoi joue vraiment Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon est dans une volonté de faire de la Palestine et de la question palestinienne l'enjeu central des élections européennes. Parce que, on le disait il y a un instant, habituellement, les élections intermédiaires, les élections européennes ne sont pas favorables à la France Insoumise parce que leur électorat ne se mobilise pas dans ce genre d'élections. Et c'est pour cela qu'ils considèrent que auprès des jeunes, on a pu voir Jean-Luc Mélenchon faire une tournée des universités, auprès aussi d'un certain nombre de communautés musulmanes dans des quartiers populaires qui sont sensibles à la cause palestinienne, eh bien le meilleur moyen de les pousser à aller aux urnes le 9 juin est
de politiser la question palestinienne, ce qui pose deux questions. La première, c'est le rapport qu'il y a entre les échéances européennes, les enjeux de fonctionnement de l'Union européenne et la question palestinienne. Vous connaissez que le lien n'est pas tout à fait évident. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est le risque que prend la France insoumise à mettre de l'huile sur le feu. Parce que là encore, soyons équilibrés. Défendre la cause palestinienne comme le fait la gauche et comme le font d'ailleurs d'autres candidats de gauche. On a entendu Raphaël Glucksmann ce matin au micro d'Apolline de Malherbe. On entend aussi Léon Defontaine, la tête de liste communiste. Marie Toussaint, la candidate écologiste, dénoncer ce qui est en train de se passer à Gaza et qui apparaît comme un drame humanitaire absolument sans précédent. 34 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'observateurs ou de responsables politiques qui sont à même de détourner le regard de ce qui est en train de se passer. Et de remettre ça en question. Absolument, ça c'est une chose. En est une autre, l'idée d'affirmer avec certitude, sans la moindre pincette, qu'il s'agit d'un génocide, c'est-à-dire la volonté délibérée de détruire un peuple au nom de son ethnie ou de sa religion, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de cautionner un certain nombre de slogans qui sont pour le moins problématiques. On a parlé du slogan de la rivière à la mer, comme si au fond il était question de passer par pertes et profits le droit d'Israël à exister. C'est la volonté d'importer ce que l'on peut voir sur des campus américains avec parfois des slogans antisémites. Cela donne aussi ce que l'on a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, qui comparait le président d'université à Lille qui avait interdit sa conférence à Adolf Eichmann, artisan de la solution finale, arguant du fait qu'au fond, il y avait un parallèle à faire entre la banalité du mal et quelqu'un qui ne faisait qu'exécuter les ordres, Adolf Eichmann, ce qu'il avait dit à son procès, et le fait d'interdire sa conférence, ce qu'il a est franchement juste absolument n'importe quoi. Donc il prend ce risque de mettre de l'huile sur le feu, de continuer à polariser le débat, tout cela pour mobiliser un électorat dont il espère qu'il va permettre à sa liste menée par Manon Aubry de la France Insoumise de faire un meilleur score que ce que l'on voit aujourd'hui dans les sondages, où Manon Aubry est distancée par la tête de liste socialiste Place Publique, qui est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Christophe Barbier est avec nous. Bonsoir. Christophe, je rappelle que vous avez écrit un livre qui vient de sortir, Moi, Jean-Luc M. C'est ça, tout simplement, il met l'huile sur le feu, Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais je pense qu'il y a un autre objectif que l'objectif électoral parfaitement décrit par Benjamin à l'instant. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans une dynamique révolutionnaire. C'est un parti qui ne veut pas forcément conquérir le pouvoir par les urnes, mais il entend le faire par la rue. Donc il a besoin d'agiter cette rue. Et importer le conflit israélo-palestinien, c'est pour lui un des moyens d'agiter cette rue, en plus de toutes les revendications sociales. Dans quel but? Dans le but de profiter du déclin du macronisme, du crépuscule d'Emmanuel Macron, pour créer du trouble et éventuellement à l'occasion d'un mouvement social ou pourquoi pas d'une dissolution de l'Assemblée nationale, essayer de rafler la mise. À plus long terme, il s'agit pour Jean-Luc Mélenchon d'assurer sa mainmise sur une gauche radicale en vue d'en être le candidat à la présidentielle pour aller défier Marine Le Pen au second tour dans un choc qui serait selon lui un choc explosif pour la République, un choc décisif, un choc révolutionnaire. Je pense qu'il ne faut pas limiter l'ambition de Jean-Luc Mélenchon à un calcul électoral à court terme, les européennes qui mobilisent peu, surtout en banlieue, c'est un calcul aussi à l'horizon 2027. En tout cas pour les européennes, qui est l'échéance donc la plus proche, la stratégie n'est pas tout à fait payante. Benjamin a rappelé les positionnements des uns et des autres. Pour l'instant, ça ne décolle pas pour Jean-Luc Mélenchon, pour la liste La France Insoumise. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Si l'on pense que Jean-Luc Mélenchon espère finir en tête, rattraper Glucksmann, dépasser Valérie Hayer, ce n'est pas le cas. En 2019, la liste n'avait pas fait un score formidable. Ça n'a pas empêché Mélenchon de frôler le second tour en 2022. Par ailleurs, il veut surtout empêcher cette cause palestinienne d'être prise à son compte par le reste de la gauche, que ce soit les communistes, les écologistes ou bien la liste de Raphaël Glucksmann. Glucksmann était assez mal à l'aise ce matin au micro d'Apolline de Malherbe. Il dit oui, bien sûr, nous sommes solidaires avec Gaza, mais il ne faut pas manifester cette solidarité de n'importe quelle manière. Donc Mélenchon veut avoir le monopole de ce thème en France. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon sait qu'ensuite, il y a l'instance européenne. Or, au niveau européen, peut-être espère-t-il faire de ce débat sur le Proche-Orient, un motif, un mobile de recomposition des gauches radicales.
Christophe Barbier, quel est votre regard à vous qui suivez comme nous ces images du bâtiment principal de Sciences Po, l'une des plus prestigieuses écoles en France, complètement bloqué, les forces de l'ordre sur place. Comment vous réagissez, vous, à ces images ? Ça dit deux choses. Ça dit d'abord une chose de Sciences Po, l'école qui est censée préparer à l'ENA, au service public, même si cette filière est devenue minoritaire dans le choix des étudiants. Cette école-là, elle est profondément en crise depuis des années. Ça a commencé avec le mandat de Richard Descoings. Elle a complètement perdu sa vocation. C'est une école qui s'est effondrée sur elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'avec une nouvelle direction, elle ne pourrait pas se redresser assez facilement. Elle est donc utilisée par toute une série de groupes militants pour servir leur cause. Mais ça dit aussi autre chose. Ça dit quelque chose d'une jeunesse française, étudiante, diplômée, qui s'est radicalisée. Alors, il y a un peu plus de 60 ans, elle se radicalisait en vue de faire la révolution maoïste ou trotskiste. Elle était sur cette extrême gauche idéologique venue du marxisme. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une extrême gauche qui importe le conflit du Proche-Orient, mais qui a importé aussi les combats idéologiques des États-Unis, notamment les combats intersectionnels et la cancel culture. Voilà ce qui est devenu non seulement Sciences Po, mais globalement une bonne partie de l'enseignement supérieur. Encore une fois, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas se dire que tout est foutu. La jeunesse a l'habitude politiquement de procéder ainsi, génération après génération. Il ne faut pas sous-estimer néanmoins la crise idéologique que ça représente et l'impact que ça aura sur des années et des années de vie politique en France, à gauche, mais pas seulement à gauche, parce que ça crée évidemment une radicalité symétrique à l'extrême droite. Christophe Barbier, vous restez avec nous. Je crois que ça fait réagir l'ancien étudiant à Sciences Po, qui est Benjamin Duhamel. Non, mais je crois par rapport à ce que dit Christophe, on peut tous être interrogatifs sur non seulement la polarisation, la radicalisation du débat, les mots d'ordre qui, on en parlait tout à l'heure, sont sinon critiquables, du moins suscitent l'étonnement chez nous. De là à rentrer dans une forme de discours selon lequel on assisterait à une sorte d'effondrement de l'institution qui est Sciences Po. Je crois que Sciences Po ne mérite ni l'excès d'honneur ni l'excès d'opprobre. Excès d'honneur de la part d'une école qui crée des fantasmes parce que ce serait une machine à fabriquer des élites. Aujourd'hui, c'est une école qui forme des cadres qui vont dans le privé, forme des avocats, forme des magistrats, forme des commissaires de police, forme aussi des gens qui passent un certain nombre de concours administratifs pour devenir hauts fonctionnaires. Rappelons une fois encore ce que je disais tout à l'heure. Pour bloquer Sciences Po, pour faire de l'agit-prop comme ce que l'on peut voir là, il suffit d'une grosse centaine d'étudiants. Et encore, à mon époque, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années, il suffisait de 20 à 30 étudiants pour bloquer le grand amphithéâtre Boutmy. Donc vous avez aussi une majorité, je ne sais pas si on peut la qualifier de majorité silencieuse, mais qui, bon an mal an, fait ses études, peut venir de l'étranger, aussi sur un certain nombre de campus en région, et qui n'est pas forcément aussi politisé que ceux que l'on voit là, avec, j'ajoute également, parfois des renforts d'étudiants qui ne viennent en aucun cas de Sciences Po et qui prêtent main forte à ceux-là même qui sont en train de bloquer. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, où là, pour le coup, je rejoins tout à fait ce qu'il dit Christophe, ce qui est inquiétant. Christophe a raison de dire que la politisation des étudiants depuis 50 ans, pendant mai 68, sur toute une série de combats, je veux pas dire que... c'est pas particulièrement étonnant de voir qu'aujourd'hui, cette politisation-là, elle prend la forme d'un combat pour la cause palestinienne. Ce qui est inquiétant, c'est une forme de grande confusion qui est faite avec en réalité une grille, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais néo-marxiste, considérant que tous les débats politiques et intellectuels et idéologiques doivent se voir à travers une opposition entre les dominants et les dominés. Et à partir du moment où, dans l'esprit de ceux qui se mobilisent, les Israéliens sont les dominants et les Palestiniens sont les dominés, on peut excuser, du moins c'est ce qu'ils pensent, tous les slogans, parce que de toute façon ce seraient les nouveaux damnés de la terre, pour reprendre l'expression de Frantz Fanon, et qui mériteraient d'être soutenus quels que soient les mots d'ordre. Et c'est ce qui a aussi abouti dans la foulée du 7 octobre, de la part de familles politiques d'extrême gauche, mais aussi de la part d'associations, de considérer au fond que le 7 octobre devait être mis en perspective avec, je cite, des années d'occupation, que pour certains, l'organisation terroriste du Hamas menait une action légitime. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant de la part, une fois encore, d'étudiants qui, donc pour certains, suivent des cours à Sciences Po qui est censé instruire l'universalisme, le sens de la nuance, la modération du débat, qui ne sont pas autant d'éléments que l'on retrouve dans les prises de parole des uns et des autres depuis ce blocage. Christophe, est-ce qu'il y a un problème d'antisémitisme à Sciences Po ?
Non, il y a un problème de relation à l'antisémitisme et de nouvelle génération d'antisémites depuis maintenant une trentaine d'années dans notre pays. On le sait bien. Et avec le 7 octobre, on a vu surgir de manière effrayante ce nouvel antisémitisme, et pas à Sciences Po seulement, dans de nombreuses couches de la population. Avec le renversement idéologique qu'a décrit Benjamin, c'est-à-dire que d'un seul coup, les Juifs sont accusés d'être les nazis, pour faire court, et ensuite, parce qu'il y a une considération vis-à-vis d'Israël qui mélange la lutte contre le gouvernement Netanyahou à la lutte contre l'existence d'Israël, la Palestine du Jourdain jusqu'à la mer, et puis à un fond d'antisémitisme plus classique et plus historique. C'est ça qui est effrayant. Alors évidemment, c'est peut-être plus effrayant quand on voit cela dans le discours d'étudiants qui sont censés être les héritiers du flambeau humaniste, mais ça a touché toutes les générations et toute la société française. On aurait pu craindre des ripostes après le drame du 7 octobre, on a eu des répliques, et c'est ça qui est terriblement effrayant. Pour Sciences Po, si Sciences Po est peut-être en vedette en ce moment, c'est d'abord parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les mouvements universitaires ou étudiants. Le 22 mars 1968, c'était aussi une toute petite minorité qui s'agitait autour de la piscine et de l'internat de Nanterre. Ça a donné mai 68. Et là, on a peut-être un phénomène de ce type. Par ailleurs, c'est quand même une école, et là je voudrais compléter l'analyse de Benjamin, dont les 3 derniers directeurs sont partis brutalement et contre leur gré. L'un parce qu'il est mort subitement, les 2 autres parce qu'ils ont dû démissionner à la suite de polémiques et un peu chassés par leurs propres étudiants. C'est quand même pas bon signe pour une école. C'est une école qui n'a plus de tête, plus de direction. C'est pour ça que je m'inquiète. Pas beaucoup, parce que je sais que les écoles se régénèrent très très vite, mais je m'inquiète pour son actualité à court terme. Mais peut-être que Benjamin fournirait un très bon nouveau directeur. Et voilà. Je précise que je ne suis pas candidat. Dans quelques années peut-être, Voilà. Benjamin. Et vous serez professeur dans ce cas-là. C'est trop d'honneur. On apprend à l'instant, selon la préfecture de police de Paris, que les étudiants vont être délogés compte tenu des troubles à l'ordre public. Le préfet de police de Paris décide de faire évacuer la voie publique. On va tout de suite aller retrouver notre journaliste David Dunal sur place. On les voit, les forces de l'ordre positionnées. L'évacuation est donc imminente, David ? Écoutez, cette évacuation, elle n'a pas l'air imminente parce que les policiers que vous voyez sur les images de Marjorie Marcillac, ils ont été déployés pour séparer 2 groupes d'individus, pour séparer donc les militants pro-Palestine qui sont devant Sciences Po et aussi à l'intérieur, et d'autres militants qui étaient venus notamment avec des drapeaux israéliens. Pour l'instant, ces policiers, ils ont retiré leur casque et donc ils n'ont pas l'air d'être pour l'instant positionnés pour procéder à l'évacuation de la rue. En revanche, vous voyez sur ces images qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes devant Sciences Po. C'est très difficile de vous dire un nombre parce que là, je n'ai pas de point haut pour pouvoir compter ce nombre de personnes, mais il y a au moins plusieurs centaines de personnes dans une ambiance très festive. Vous voyez, il y a un orchestre qui est arrivé, qui se trouve au milieu de la rue. Il y a plusieurs chants qui sont chantés avec également des slogans pro-palestiniens. Il y a des vivres qui ont été montés pour les personnes qui se trouvent dans Sciences Po, notamment à l'aide de cordes, avec des sacs qui ont été donnés, on imagine, pour encore tenir plusieurs heures. Et donc, ces personnes, elles scandaient tout à l'heure des slogans en indiquant qu'elles ne comptaient pas partir, qu'elles ne comptaient pas quitter la voie publique, tandis que vous voyez ces policiers qui se trouvent toujours ici, qui séparent ces centaines de personnes du reste de la rue. Merci David. Quentin Coton, pardonnez-moi, comment on débloque la situation? Les étudiants qui visiblement sont déterminés à rester, la préfecture de police qui commence à dire bon, va falloir évacuer la voie publique. Comment on débloque? De manière générale, ça va être très compliqué puisque ces étudiants ont l'air très envieux de vouloir faire un peu de bazar. Donc Sciences Po a déjà ouvert des dialogues avec les étudiants qui se sont soldés là, du coup on le voit, par une demande d'évacuation. On a eu une réunion ce matin, enfin tout à l'heure, avec le directeur de Sciences Po qui nous a expliqué que c'était pas la volonté première que de les faire évacuer par la police. Bon, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir aussi réagir et pas rester stoïque à regarder parce que une fois de plus, les étudiants ont des examens, une fois de plus, les étudiants ont des cours, une fois de plus, les étudiants ont envie d'accéder à la bibliothèque, une fois de plus, les étudiants n'ont pas envie de voir Sciences Po en premier titre de chacune de presse toutes les semaines. Ça commence un petit peu à agacer tout le monde. Pour revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, on a bien compris que l'honneur à la France insoumise, c'était ceux qui commettaient le désordre. On a bien compris que la
fierté chez eux, c'était ceux qui commettaient ces désordres. On l'a bien vu lors des émeutes de 2023. Et en effet, M. Mélenchon ne fait que remettre de l'huile sur le feu. Les Je rappelle députés... que vous êtes du syndicat de droite. Oui, uni. voilà. Oui, il n'y a pas Situez un petit peu. beaucoup de surprises là. Non, il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce que je dis. Mais on est on bien peut le d'accord. préciser effectivement. Oui, mais si vous voulez, je peux, il n'y a pas de souci, moi. Mais du coup, pour revenir, donc ça remet en effet de l'huile sur le feu. Les députés de la France Insoumise sont venus faire la parade tout à l'heure en prenant des photos et en allant scander avec les militants et les étudiants dehors. Donc écoutez, voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais si les politiques s'y mettent, c'est sûr que ça risque pas d'arranger les choses non plus. Votre regard à vous sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui disent voilà, il met de l'huile sur le feu. Je rappelle que vous faites partie des manifestants, vous ne faites pas partie des étudiants de Sciences Po, mais vous avez décidé de rejoindre la cause. Non, on a aujourd'hui des voix pour la paix qui se font censurer. Jean-Luc Mélenchon en a fait l'objet avec des conférences qui ont été interdites. Et nous, pour le coup, on le déplore. Et après, non, je pense que le combat qui est mené par la gauche en général pour le cessez-le-feu à Gaza, et aujourd'hui on parle de Rima Hassan qui était présente effectivement à ce rassemblement, est très bien en réalité. Parce que Rima Hassan a aussi été convoquée par la justice pour apologie du terrorisme, alors qu'elle a condamné dès le 7 octobre les attaques terroristes menées par le Hamas sur la bande de Gaza. Et donc nous, on est en soutien avec ces personnes-là qui se font opprimer en réalité par ce gouvernement et qui cherchent à faire éteindre ces voix pour la paix à Gaza. Et concernant là c'est pas le gouvernement qui fait les convocations pour apologie du terrorisme. Oui, c'est après, c'est la police judiciaire. Enfin, non, mais on peut dénoncer les menaces sur la liberté d'expression, mais c'est pas le gouvernement qui convoque Mathilde Panot et Rima Hassan. Et qui nomme le numéro 1 de la police terroriste? Quel rapport? C'est le ministre de l'Intérieur. Mais attendez, juste quel rapport avec la convocation pour apologie du terrorisme? En fait, la convocation. Pensez que c'est Gérald Darmanin qui décroche son téléphone et qui convoque Rima Hassan et Mathilde Panot? Je suis pas Gérald Darmanin, je ne sais pas. En revanche, aujourd'hui, il y a un fait, c'est que la police terroriste, son numéro 1, est nommé par le ministre de l'Intérieur. Mais attendez, vous voyez à peu près comment fonctionne la police? Vous pensez que les convocations sont faites directement sur ordre de l'exécutif? On parle de quelqu'un qui est proche idéologiquement du gouvernement. Enfin, faut pas non plus se leurrer à ça. J'ai pas dit que c'était Gérald Darmanin qui avait appelé lui-même Mathilde Panot. Non, mais parce que vous dites qu'elle était convoquée. Vous dites l'oppression de la part du gouvernement. C'est juste pour. On a l'oppression d'un pouvoir en place, effectivement. Si on reprend un petit peu, si on dézoome, décision du président de l'université à Lille, ça c'est une décision souveraine. Par ailleurs, sans doute éminemment critiquable, vous avez raison. Décision du préfet, ensuite confirmée par la justice administrative. Donc là, pour le coup, on peut considérer que c'est l'État, puisque le préfet est le représentant de l'État dans les territoires. Mais sur la décision de convoquer 2 élus pour apologie du terrorisme, avec effectivement toutes les questions qui peuvent se poser sur la judiciarisation du débat politique, qui, par ailleurs, avec des prises de position qui peuvent faire l'objet de débats, de critiques, je suis assez d'accord avec vous, ça pose question, mais juste, c'est pas le gouvernement qui décide de convoquer ni Rima Hassan, ni Mathilde Panot. Et j'ai pas dit que c'était le gouvernement qui avait vous laissez convoqué. entendre que le gouvernement ayant nommé un tel hiérarque de la police, voilà, juste... C'est la police terroriste et à son numéro 1 qui est nommé par le gouvernement. Donc il y a une sensibilité semblable entre le gouvernement et la direction de la police du terrorisme. Bon. Comment vous comptez faire pour débloquer la situation? Vous voyez les CRS qui sont positionnés. D'ailleurs, après ce plateau-là, sur BFM TV, vous allez quitter les studios et rejoindre à nouveau le mouvement? Bien sûr, évidemment, oui. Et la suite, comment vous la voyez? Alors la suite, on la voit, on ne sait pas encore comment ça va se passer, puisque effectivement, on vient d'apprendre que ces militants allaient se faire évacuer par la police. Donc on attend de voir comment ça va se passer. Nous, en tout cas, on a la même position, c'est que, on parle d'un rassemblement qui n'est pas violent. Il n'y a pas un heure de violence ici. C'est des voix pour la paix. Encore une fois, il faut le répéter, c'est des voix pour la paix, des voix pour l'humanisme. Et donc nous, on considère qu'il faut pouvoir qu'on est à Sciences Po et que Sciences Po c'est le débat et qu'aujourd'hui il y a un débat qui se fait avec une opposition entre ceux qui soutiennent le génocide et ceux qui justement sont dans le de la paix. Je rappelle à nouveau le terme de génocide, on est obligé de faire attention au terme. On parle de dizaines de milliers de morts. Les experts de l'ONU parlent aussi de Je rappelle le chiffre donné par le ministère de la Santé à Gaza, 34 000 personnes tuées. Les images sont absolument terribles et ça, personne ne le remet en cause. En revanche, le terme de génocide est contesté. Amnesty International parle d'un risque génocidaire. Voilà, faisons juste attention aux termes qu'on emploie. Il y a un risque génocidaire si jamais le gouvernement israélien ne prenait pas de précaution. Aujourd'hui, il n'y a pas de précaution qui est prise. Donc on attendra dans tous les cas la décision de justice finale de la Cour internationale de justice qui sera rendue dans plusieurs mois, voire plusieurs années, pour voir s'il y avait effectivement véritablement un génocide. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que on a une population qui est transférée vers le sud de Gaza et qui est ensuite bombardée. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est quelque chose qui ne s'apparente pas, en tout cas, à un massacre. Et ensuite, sur la question de Sciences Po, pour revenir sur ce sujet-là, la seule solution pour nous, c'est que Sciences Po puisse entendre ces militants qui manifestent encore une fois paisiblement et qu'il puisse y avoir un communiqué de la part de Sciences Po qui justement dénonce ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza.
Vous souhaiteriez un communiqué de la part de Sciences Po qui dénonce ce qui se passe à Gaza? Évidemment, après moi dans tout cas je ne suis pas organisateur du mouvement et donc il faut voir avec le collectif Palestine qui est organisateur lui de ce mouvement et l'Assemblée Générale qui va se dérouler normalement ce soir. Et ça pourrait permettre selon vous de débloquer la situation? Bien sûr, après en tout cas la seule chose qui va débloquer la situation c'est la reconnaissance de l'État palestinien et un cessez-le-feu. Véronique Fèvre. Non, vous êtes sceptique? Oui, je m'interroge sur la finalité. Je comprends bien l'idée que ce que je vois surtout, c'est que dès qu'on fait quelque chose à Sciences Po, on est sûr d'avoir les caméras. Et ça, c'est une opération qui fonctionne. Et puis je m'interroge sur le fait que pour l'instant, on n'a pas d'autres mouvements dans les universités. Donc je m'interroge pourquoi est-ce qu'on a plus ce mouvement à Sciences Po que dans les universités. On n'a pas la même population étudiante sans doute. Dans les universités, on a davantage d'étudiants qui travaillent, qui sont touchés par l'inflation. Donc c'est plus difficile de les mobiliser. Là, on a une catégorie socio-professionnelle d'étudiants qui est plus favorisée et puis bilingue, plus perméable à ce qui se passe, à ce qui vient des États-Unis. Mais c'est vrai que je m'interroge sur les demandes un peu qui sortent clairement des prérogatives de cette école, sur les demandes des étudiants. Parce que juste sur la demande que vous formulez, et encore une fois, je répète bien pour qu'il n'y ait pas l'impression de débat caricatural, personne ici ne nie l'horreur de ce qui se passe à Gaza. Mais au nom de quoi une institution comme Sciences Po, aussi importante aux yeux de certains soit-elle, suscitant autant de fantasmes, aurait à prendre position sur des questions géopolitiques ou internationales, qu'il y ait un débat politique. On parlait tout à l'heure de la façon dont la France insoumise met au cœur de la campagne des Européennes la question palestinienne. Qu'il y ait des interpellations vis-à-vis du gouvernement. Elles ont lieu d'ailleurs quasiment quotidiennement dans des débats, sur des plateaux de télévision, au Parlement. Mais au nom de quoi Sciences Po, comme d'ailleurs une autre université, aurait pour lever ce blocage, à prendre des positions sur des situations internationales ou géopolitiques. Est-ce que vous avez demandé à Sciences Po de prendre position sur le génocide des Ouïghours? Est-ce que vous avez demandé à Sciences Po de prendre position sur ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas? Pardon, monsieur, mais est-ce que vous avez demandé ça à Sciences Po? Non mais évidemment, et vous l'avez pas demandé. Si Sciences Po peut aussi le faire, c'est très bien. Mais en revanche, moi j'ai des amis en université, il y a des universités qui ont condamné les attaques terroristes après 7 octobre. Et ces universités ont très bien fait de condamner ces attaques terroristes. Et maintenant, pourquoi pas condamner ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Mais attendez, vous pensez que c'est le rôle, là, de conditionner de la part de l'université la levée du blocage à une prise de position sur ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza? Est-ce que vous considérez que c'est l'enjeu? Il y a des universités qui ont condamné les attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre. Sciences Po l'a fait? Je sais pas. Il y a eu une minute de silence apparemment. Et c'est vrai que c'est ce que ne comprennent pas les étudiants. Il y a eu une minute de silence, c'est bien ça vous? Oui, organisée par la direction. Voilà. Oui, puis en hommage aux victimes du Hamas. C'était surtout les étudiants qui à ce moment-là avaient besoin d'un petit temps aussi. Et donc les manifestants ne comprennent pas, les manifestants pro-palestiniens, pourquoi on ne ferait pas la même chose? La même chose pour les victimes. Excusez-moi, mais il y a quand même eu une minute de silence organisée pour toutes les victimes civiles, à Sciences Po aussi, faut pas l'oublier. Là, on parle du 7 octobre, mais il y a eu après, là, il me semble, soit quelques semaines, soit pas longtemps, une minute de silence pour les toutes victimes les victimes civiles partout dans le conflit israélo-palestinien. Ulysse Gosset nous a rejoint. Bonsoir Ulysse. Bonsoir. Ces images-là, vous qui suivez évidemment attentivement ce qui se passe aussi aux États-Unis, on peut le comparer complètement à ce qui se passe à Columbia notamment et dans d'autres universités américaines prestigieuses? Alors on peut le comparer ou le mettre en parallèle effectivement à la situation de Columbia, dans la mesure où Columbia a un partenariat avec Sciences Po et qu'il y a beaucoup d'étudiants de Sciences Po qui ont une année aux États-Unis à Columbia. Donc il y a des liens très forts et même si vous voulez la dirigeante du mouvement, la leader à Columbia est une ancienne de Sciences Po qui a fait Sciences Po et donc ils peuvent se parler si j'ose dire. J'ai le sentiment ce soir que le gouvernement français n'a qu'une hantise, c'est que le mouvement de Sciences Po ne fasse tache d'huile dans d'autres universités françaises, comme cela s'est passé aux États-Unis. Et alors, pour répondre à votre question, aux États-Unis, c'est un mouvement absolument sans précédent dans la période récente, où on voit plus d'une dizaine de campus américains occupés par une minorité d'étudiants, mais occupés quand même et nécessitant parfois l'intervention des forces de l'ordre. Il y a eu quelques 400 arrestations au cours des derniers jours aux États-Unis, avec des universités très prestigieuses. 400 arrestations d'étudiants. Oui, pourquoi? Parce qu'ils avaient installé des tentes
au cœur des campus. Et donc, les présidents d'université ont demandé leur évacuation. Ça s'est pas passé avec beaucoup de violence, mais ça a provoqué quelques tensions. Et la situation est telle, si vous voulez, aux États-Unis, qu'on compare ce mouvement-là, à propos de Gaza et du soutien aux Palestiniens, aux manifestations contre la guerre du Vietnam, figurez-vous. C'est l'image, si vous voulez, que font les commentateurs. Avec bien entendu une énorme différence, c'est qu'au Vietnam, il y avait une intervention américaine avec des boys, des jeunes Américains qui étaient envoyés au Vietnam. Là, évidemment, ce n'est pas le cas du tout. Mais le drame de Gaza, la tragédie du 7 octobre, la prise d'otages, le massacre du 7 octobre, et ensuite la guerre conduite par Netanyahou avec la brutalité et la violence que l'on connaît, qui a été dénoncée et qui fait l'objet parfois d'accusations de crimes de guerre, eh bien tout cela a fait que ce conflit a cristallisé des passions, mais de façon incroyable aux États-Unis, à tel point qu'une bonne partie de cette jeunesse américaine reproche à Joe Biden, le président, de ne pas être assez déterminé pour imposer à Israël, par exemple, des livraisons humanitaires, pour imposer un cessez-le-feu, une trêve, etc. Et que ça pourrait coûter l'élection de Joe Biden. Parce que toute cette jeunesse dit... on ne va plus voter Biden. De ne pas faire assez pour les Gazaouis qui souffrent. Pour soutenir d'abord l'idée d'une trêve, d'un cessez-le-feu à Gaza, l'acheminement d'aide humanitaire pour soutenir la population qui non seulement subit les bombardements, et ça c'est la guerre et c'est terrifiant, mais c'est bon, ça dure maintenant depuis près de 6 mois, mais c'est aussi parce que cette population a faim et qu'il n'y a plus de médicaments, qu'il n'y a plus d'hôpitaux en état de fonctionner normalement, etc. Donc il y a une pression très forte, on le sait, des États-Unis sur Israël et aussi des pays européens, dont la France, pour qu'il y ait plus d'aide humanitaire et qu'il y ait un cessez-le-feu et que les otages soient enfin libérés. Mais ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a une sorte de rébellion aux États-Unis des jeunes étudiants. Alors, je vous disais, les universités... on parle de Columbia, New York, parce que c'est à Manhattan et que tout ce qui se passe à Manhattan a un retentissement sur la planète. Mais il y a d'autres universités, j'en ai compté plus d'une dizaine. Princeton, énorme et prestigieuse université. Emerson College à Boston, l'université du Minnesota, l'université du Texas, Emerson College en Géorgie, Atlanta. Et puis, il faut rappeler quand même que ce conflit a provoqué, compte tenu de la cristallisation des points de vue, la démission de 2 présidents d'universités très prestigieuse, dont la présidente de l'université de Harvard, qui avait été accusée par les conservateurs de laxisme face à la montée de l'antisémitisme aux États-Unis. On lui avait demandé si le fait d'appeler au génocide des Juifs viole les règles de leurs universités respectives en matière d'intimidation et de harcèlement. La réponse qu'elle avait donnée, c'était « ça dépend du contexte ». Voilà, elle a été critiquée pour ça parce qu'elle aurait dû effectivement prendre immédiatement position en disant « ce n'est pas acceptable et on ne peut pas parler de génocide ». Mais je rappelle qu'il y a aussi la présidente de l'université de Pennsylvanie qui a dû également démissionner. Donc le climat est explosif à quelques mois de la présidence, de l'élection présidentielle américaine. On va retourner sur place devant le campus de Sciences Po. Le bâtiment que vous voyez là, le bâtiment de la rue Saint-Guillaume, c'est le bâtiment principal qui est donc bloqué par quelques centaines de manifestants pro-palestiniens. Les forces de l'ordre sont arrivées il y a 1 heure maintenant. On va retrouver David Dunal sur place. Visiblement, il y aurait pour consigne d'évacuer la voie publique très rapidement. Est-ce que vous sentez que les choses évoluent sur place ? Non, pour l'instant, les choses n'évoluent pas parce que les policiers, vous voyez en fait à l'antenne, ont été déployés tout à l'heure pour séparer 2 groupes qui se faisaient face à face. Donc il y avait un autre groupe qui était arrivé, qui avait notamment des portraits d'otages israéliens, qui avait un drapeau d'Israël. Et ces militants, vous le voyez peut-être, sont encore pour certains à une centaine de mètres, tenus à distance par une autre ligne de policiers. Vous voyez, il y a un drapeau israélien, 2 même, j'en vois. Et donc, pour l'instant, ces 2 groupes sont encore à proximité et il paraît difficile d'évacuer cette rue qui est quand même assez étroite, compte tenu du nombre de personnes qui sont ici en soutien aux personnes qui bloquent et qui occupent Sciences Po. Il y a plusieurs centaines de personnes. Et l'ambiance, vous le voyez sur ces images, elle est très festive, très joyeuse. Il y a des chants, il y a un orchestre qui est venu au milieu. Il y a des slogans qui sont donc émis par ces personnes. Israël assassin, Macron complice, ou encore Free Palestine. Et donc il y a ces personnes qui sont à l'intérieur. Eh bien, il y a des vivres qui leur sont acheminés par des cordes, donc à travers les fenêtres. Je vois à l'instant
pendant que je vous parle, je vois qu'il y a des CRS qui sont en train d'arriver. Vous les voyez au fond, ce sont ces policiers avec les boucliers, mais qui ont des casques avec des liserés jaunes. Et donc, ce qu'on peut vous dire à l'instant, c'est qu'il y a des CRS qui viennent d'arriver dans cette rue. Donc, vous me demandiez il y a 30 secondes si on sentait une évacuation. Pour l'instant, non. Mais avec l'arrivée de ces CRS, on sent que les choses bougent. On voit que certains CRS, d'ailleurs, sont armés. Merci beaucoup. David Dunal, on sent, Véronique Fèvre, on sent que c'est quand même compliqué à gérer pour les autorités. C'est-à-dire qu'il s'agit d'étudiants que les autorités sont aussi censées protéger. On voit là aussi qu'il n'y a pas de violence physique. On se demande s'ils ne vont pas tomber. Voilà. Il y a toute cette question de sécurité. Ce sont des jeunes. Mais il n'y a pas de violence physique. Par ailleurs, il y a la consigne d'évacuer. On sent aussi que ça passerait mal en termes d'image. Ils sont sur une ligne de crête. C'est très compliqué. Il est clair que du côté du gouvernement, on souhaite mettre fin à ces images désastreuses. On sait que c'est le président de l'université en général, et là le directeur, enfin, l'administrateur provisoire, qui peut donner le go à une éventuelle intervention des forces de l'ordre, à une éventuelle évacuation. Mais on saisit toute la difficulté de choisir le bon moment pour procéder à une évacuation. Parce que si vous avez énormément de jeunes, c'est dangereux aussi. Une évacuation, vous pouvez avoir des blessés. C'est extrêmement délicat. Et puis alors l'image aussi est désastreuse. L'université, c'est l'endroit où doit rester, où doit demeurer, qui doit répondre l'esprit des Lumières, l'esprit du débat, des forces de police qui évacuent des jeunes. C'est vraiment pas ce que souhaite l'université. Donc on est sur cet instant-là où les choses, dans les heures qui viennent, vont devoir se décider. On ne peut pas laisser non plus la situation telle qu'elle. On sait par le passé que on a une grande quand même expérience d'amphi occupé longtemps. On pense à Tolbiac qui avait été occupé pendant des semaines. Il y avait eu d'énormes dégâts avec une facture de plusieurs millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de violence. Pas de dégâts pour l'instant. Mais on sait très bien que dans ce type d'occupation, il vaut mieux aller très vite. Parce que si l'installation perdure, on a vraiment du mal. C'est de plus en plus difficile d'y mettre fin, évidemment. Benjamin, sur l'image que ça renvoie. C'est triste de voir ces images d'étudiants qui n'arrivent pas à se parler au point où on bloque une université. Il y a plusieurs choses qui sont tristes dans ces images. Il y a d'abord ce que cela dit et ce que Ulysse évoquait très bien il y a un instant, de l'incroyable polarisation, radicalisation du débat concernant ce qui se passe au Proche-Orient, au point que des avis divergents ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur les termes du débat, sont dans l'incapacité absolue de se parler, au point que ce sont bien les forces de l'ordre qui doivent s'interposer pour éviter que les choses ne dégénèrent. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait déplorable. Ce qui est aussi déplorable, c'est la façon dont la cause palestinienne risque d'être dévoyée. Une fois encore, rappelons ici que personne ne détourne le regard de ce qui est en train de se passer à Gaza. Il ne remet en cause les horreurs qui sont en train d'avoir lieu. Personne ne détourne le regard de la crise humanitaire, du bilan effroyable depuis l'opération qui a été lancée. Mais quand on parle dévoiement de la cause palestinienne, on parle de slogans qui flirtent avec l'antisionisme, voire avec l'antisémitisme. On parle de ce slogan qui explique que de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. On parle aussi tout à l'heure de certains manifestants qui qualifiaient de perturbateurs ceux-là même qui étaient arrivés simplement avec des images des otages à Gaza et des drapeaux israéliens et palestiniens en expliquant que la solution à deux États était à défendre. Et puis ce qui est aussi inquiétant, même si il ne faut pas non plus caricaturer sur une sorte d'effondrement de l'institution qu'est Sciences Po, c'est de voir qu'à un endroit où on doit apprendre le sens de la nuance, comme disait Jean Birnbaum, le sens de la modération, l'universalisme, le refus des régressions identitaires, le refus des assignations à résidence, le refus aussi des grilles de lecture et du prêt-à-penser, et bien de voir qu'au fond, toutes les prises de parole, ou en tout cas une partie de ces prises de parole, eh bien tombent exactement dans ce dévoiement-là, parce que, disons-le, quand on explique qu'il y a des dominants et des dominés, et qu'à partir du moment où il y a ces dominants et ces dominés, eh bien tout est bon
tout peut être entendu concernant la cause des Palestiniens, eh bien cela pose indéniablement un problème par rapport à ce qui doit normalement être enseigné à Sciences Po. Et je rappelle les revendications des étudiants de Sciences Po qui bloquent donc le bâtiment principal de l'université. Le comité Palestine, en tout cas, revendique notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, la fin des collaborations avec toutes les institutions ou les entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Il demande en outre l'arrêt de la répression des voix pro-palestiniennes sur le campus. Dominique Rizet nous a rejoint. Bonsoir, Dominique. Est-ce qu'on peut décrire un peu ces images? On voit les forces de l'ordre. Qui est sur place d'ailleurs? C'est les CRS? Alors il y a sur place plusieurs sections de compagnies de sécurité d'intervention de la préfecture de police de Paris. On appelle ça les CI, compagnie d'intervention, ou CSI, de sécurité d'intervention. Il y a également quelques CRS, mais la plupart des effectifs sont des gens des compagnies d'intervention. Alors, ils sont sur place pour séparer deux groupes, on l'a dit déjà, pro-palestiniens, pro-israéliens. Le message est passé, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza et qui doit cesser. Donc maintenant que le message est passé, il faut rendre la circulation, il faut rendre cette rue au public, à la circulation. Donc c'est pour ça que le préfet de police, Laurent Nunez, vient d'annoncer qu'il allait faire évacuer les lieux. Je peux vous dire déjà que les militants, pour résumer, pro-israéliens sont déjà partis. Donc les CRS et les compagnies d'intervention vont agir bientôt, vont avancer pour faire partir 300 jeunes pro-palestiniens qui sont encore sur place, ainsi qu'un groupe qui se trouve à l'intérieur de la faculté d'Assas. Et donc ça va se passer de la façon suivante. Les policiers vont faire des sommations. C'est un commissaire de police qui dirige le dispositif d'intervention, qui va faire des sommations, qui va demander à ces jeunes de partir en leur prononçant ces termes connus, force à la loi, dispersion. À partir du moment où le commissaire de police, il a un mégaphone, aura passé ce message, rester sur place et ne pas quitter les lieux constitue un délit. Et à partir de là, il peut y avoir des interpellations. On n'en arrivera pas là, puisque, bien évidemment, il est souhaitable, et puis ça devrait bien se passer, que ces 300 jeunes s'en aillent, soient dispersés par les forces de l'ordre et que ça se passe bien. C'est le moment quand même le plus délicat. Jusque-là, il n'y a pas de violence physique. On sait qu'à partir du moment où les forces de l'ordre délogent les étudiants, c'est là que ça peut dégénérer. Bien sûr. Alors, il faut le souligner, vous avez raison, il n'y a pas eu de violence, ni d'un côté, ni de l'autre. Peut-être aussi parce que les policiers sont arrivés pour éviter que quelques jeunes puissent s'empoigner. Donc, effectivement, le moment de la dispersion, c'est un moment un peu délicat. Mais je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a que 300 jeunes qui sont des étudiants, qui crient fort, mais qui ne sont pas des manifestants avec des pavés dans les mains, ni des barres de fer dans les mains. Donc, on va rappeler qu'ils sont ici pour faire passer leur message et que le souhait, eux, et des jeunes, c'est que ça se passe bien, et de la police, c'est que la dispersion se passe bien. C'est le message du préfet de police, que les choses se passent bien. Si tout le monde obéit aux consignes qui seront données par la police et à l'ordre de dispersion, eh bien, les manifestants repartiront et les policiers repartiront eux aussi et les Parisiens pourront reprendre possession de la rue. Il faudra nettoyer évidemment tout ça. Thomas Soulier nous a rejoint du service politique de BFM TV. Bonsoir. Thomas. Effectivement, ce n'est que 200, 300 personnes qui manifestent donc pour la cause palestinienne. Mais on imagine pour autant que le gouvernement suit ça de très près. Oui, évidemment. On sait que à chaque intervention de police, et c'est regardé de près à Beauvau par Gérald Darmanin ou par ses équipes, à chaque fois qu'on voit ça, on rappelle aussi des images qu'on a vécues ces dernières années, de grandes manifestations beaucoup plus grandes sur les retraites ou autre chose. Là, Dominique le disait, c'est une petite rue à Paris où il y a 300 étudiants qui semblent, il faut le dire, assez déterminés à rester, comme l'a expliqué David Dunal sur le terrain, en disant qu'ils ne voulaient pas être délogés, qu'ils comptaient bien rester là pour l'instant. Mais évidemment, ça se passe bien pour l'instant, mais le moindre heurt serait plus que délicat pour l'exécutif. Il faut donner l'image d'un gouvernement qui est à l'écoute des deux parties, des deux camps, qui laisse
certaine liberté d'expression. La preuve, depuis ce matin, ces jeunes pro-palestiniens qui étaient à la fois dans Sciences Po à l'extérieur n'ont pas été délogés. Pourquoi ils sont là, les policiers? Parce qu'il y avait l'autre camp qui est arrivé et qu'il y a eu des il y a les pro-israéliens qui sont arrivés. Des tensions qui commençaient un petit peu à émerger. Des pancartes qui ont un peu dégénéré. Voilà, donc il y avait une volonté de dire on calme un petit peu la tension, on refait redescendre la pression. Mais sinon, depuis ce matin, il y a un laisser-faire. On laisse faire l'occupation de Sciences Po depuis ce matin. Je ne juge pas, c'est un fait que je donne là. Donc il y a une volonté qu'il n'y ait pas de heurts, pas de débordement, que ça se passe bien. Après, j'allais dire que le coup est plutôt réussi de la part des étudiants pro-palestiniens parce que eh bien, il y a eu un éclairage médiatique sur eux depuis ce matin, qu'on reparle de Gaza, qu'on parle aussi de leurs revendications. Preuve aussi que parfois il faut bloquer, il faut faire des blocus, il faut se faire entendre pour justement porter les revendications. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Les prochaines minutes vont être assez décisives. Justement, à côté de vous, on disait, il y a Gwen Thomas-Alves, porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Vous ne faites pas partie de Sciences Po, je le rappelle, mais vous campez avec les autres étudiants pour les soutenir. Dominique Rizet racontait ce qui allait se passer. Il y a donc la consigne qui a été donnée aux forces de l'ordre d'évacuer la voie publique avec des sommations, tout ça, et voilà, ça suit une procédure classique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y retourner, vous, derrière? Vous le dites, nous, on a envie de rester. Est-ce que vous allez quand même obéir aux forces de l'ordre qui vont vouloir vous déloger dans les prochaines minutes, visiblement? Je vais voir comment la situation se déroule en sortant du plateau. Pour le coup, je ne sais pas encore, effectivement, ce que je vais faire après. Mais en tout cas, oui, moi, mon ambition est de pouvoir continuer à être aux côtés des militantes et des militants à Sciences Po Paris, parce qu'ils portent un très beau message. Et donc, oui, mon ambition est de pouvoir y aller. Après, s'il y a peu de mobilisation, effectivement, je ne serai pas tout seul devant Sciences Po. Et vous ne craignez pas que la cause soit dévoyée, comme le soulignait Benjamin Duhamel, que parfois, quand il y a des dérives, des pancartes, on a pu voir des pancartes qui accusaient les pro-israéliens d'être des perturbateurs, etc. Est-ce que vous ne craignez pas que ça desserve la cause, finalement? Il y a deux choses. Je pense que notre cause est belle, hein, c'est le feu. Je pense qu'on peut normalement essayer d'avoir une unanimité sur ce sujet-là. Et ensuite, sur les pancartes qui sont brandies par certains militants devant Sciences Po, effectivement, oui, les militants qui aujourd'hui sont venus, les militants dits pro-israéliens, se rendent complices du massacre en cours à Gaza. Donc évidemment, qu'ils perturbent ce rassemblement qui est là pour la paix, que ce soit la paix dans l'État palestinien. Enfin, des Israéliens qui disent juste, pensons aussi aux otages. On pense aux otages, c'est dans nos revendications depuis le début. C'est la libération des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre, la libération des prisonniers politiques palestiniens et le cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État palestinien. On est très clair sur ce sujet depuis le 7 octobre. Et alors pourquoi qualifier de... Alors, vous n'y êtes pas, vous êtes sur ce plateau, mais pourquoi ceux qui sont en train de faire le blocus qualifient de perturbateurs les militants qui sont arrivés avec deux types d'affiches? D'abord des affiches montrant des photos d'otages retenus par le Hamas et d'autres affiches montrant le drapeau israélien et le drapeau palestinien avec une promotion de la solution à deux États. Pourquoi est-ce que ce seraient des perturbateurs? Moi, j'ai pas vu de drapeau israélien, de drapeau palestinien brandi sur les deux côtés. Ah si, alors là, pour le coup, il suffirait de remonter les images tout à l'heure, on les voyait... Pour le coup, effectivement, ces militants-là, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, parce que il faut aussi se rappeler de ce qui s'est passé. C'est qu'on a des militants qui sont arrivés tout en noir, avec des gants, des points américains, et donc évidemment. Mais c'est pas être perturbateur que de montrer les images de ceux qui sont encore retenus par le Hamas à Gaza. Bien sûr, puisque c'est aussi une des choses que l'on soulève, c'est la libération des otages retenus par le Hamas et la libération des prisonniers palestiniens. Du coup, pourquoi arracher les affiches des otages quand on les met en péniche? Je comprends pas très bien. Où ça? Quand? En péniche, à Sciences Po, c'est ce que c'est la péniche? Non, c'est le grand hall d'entrée. Oui, non, vous n'êtes pas à Sciences Po, on avait compris. C'est le grand hall d'entrée avec toutes les affiches étudiante et il arrive parfois, notamment là, le comité palestinien, ça lui arrive très souvent de tout placarder, ce qui est strictement interdit d'ailleurs, parce que ça participe à la vie étudiante de pouvoir mettre sa propre affiche, entre guillemets. Et une fois, des étudiants avaient mis les affiches d'otages et plus rien en moins de 2 heures. Alors que les affiches liées aux otages ou aux personnes décédées qui sont à Gaza, elles peuvent rester très longtemps. Donc c'est bien qu'il y a quand même un problème aussi à Sciences Po, que ces étudiants-là pro-palestiniens refusent aussi de voir une certaine réalité côté israélien.
Mais je suis pas enquêteur, moi. Ça a été revendiqué par le collectif palestinien. Mais il n'y a pas besoin de revendiquer, Bah, on sait voilà. très bien qui arrache ses affiches. En tout cas, vous ne C'est connaissez- comme les en- nôtres. en Vous êtes tout cas, enquêteur en tout Vous cas, êtes est-ce que- enquêteur Mais en nous, tout on les cas- voit, mais moi, non, je suis à non, Sciences mais Po. au-delà de Je suis à Sciences Po, je les Au-delà de vois. ça, est-ce que vous cautionnez ça, qu'on arrache les affiches des otages dans Non, l'entrée de Sciences Po, visiblement, hein, je me fie à Mais- ce que dit oui, oui, non, l'étudiant mais oui, de Sciences Po sur ce je- plateau. En fait, tous les collectifs palestiniens aujourd'hui ont condamné les attaques terroristes du 7 octobre et sont pour la libération des otages. Il n'y a pas réellement de débat là-dessus. S'il y a des personnes qui sont là pour qui enlèvent les photos des otages, je sais pas, moi j'en connais pas. Et pourtant, les manifestations pour la Palestine, je les fais tous les week-ends. J'en ai jamais vu. Donc je ne sais Évidemment, pas. parce qu'il n'y a pas Alors. d'affiche pour les otages israéliens. Donc, On Mais même va sur d'autres aller... rassemblements, monsieur. Mais Hier, on était à écoutez, place de la Sorbonne, place du Panthéon. On devant était, Sciences Po, on il y en était a à pas eu. l'Uni quand M. Mélenchon est venu, d'accord? On avait une affiche Hamas égale terroriste. Les militants pro-palestiniens l'ont dégagée, l'ont arrachée. Vous trouvez que c'est normal ou pas? Quand ça Vous trouvez que c'est normal ou pas? Quand M. Mélenchon est venu mardi, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais je sais pas. Mais Ah non, vous mais savez moi- pas si c'est attendez, normal mais d'arracher une affiche Hamas égale terroriste? Vous considérez Mais je que ne le l'ai Hamas pas- n'est pas un Je groupe ne l'ai pas terroriste? vu. Montrez-moi ces images. Et, Bah allez-y, on pourra mais en elles sont débattre. partout sur Internet, elles n'arrêtent pas de tourner sur Et Twitter. ben on en depuis débattra, il n'y a pas de problème. Ah oui, après, du coup. Est-ce que vous, quand la revendication de monsieur sur le plateau, c'est de dire, voilà, nous, on aimerait, il y a eu 1 minute de silence pour les otages du Hamas, on aimerait qu'il y ait une Alors. minute de silence, et pour toutes les victimes du Hamas, hein, et on aimerait qu'il y ait 1 minute de silence pour les Gazaouis qui meurent sous les bombes des Israéliens. Je vous confirme qu'il y a eu 1 minute de silence pour les deux. Je peux même vous lire le mail si vous voulez, si ça vous intéresse. Le 13 octobre, nous rendons hommage à notre étudiant israélien en échange à Sciences Po, Omri Ram, dans un communiqué. Nos pensées vont aux victimes des attentats terroristes perpétrés à Israël, aux milliers de victimes civiles à Gaza. Nous vous invitons à vous joindre à nous le jeudi 28 mars à 12h15 à Paris, dans le cloître Saint-Thomas, et sur chacun de nos campus pour 1 minute de silence. Donc ça, Voilà. ça a existé finalement, ça ne vous suffit pas? On demande une communication, comme ce qui a pu être le cas après le 7 octobre. Il y a eu des communications de la part des présidences d'universités. Hein. On les remercie d'avoir pris position, parce que les universités sont indépendantes et elles ont la possibilité de pouvoir prendre des positions, comme ce que le font souvent plein de présidents d'universités, comme ce qui a pu être le cas par exemple sur la loi immigration que vous avez soutenue. Et donc oui, nous on serait favorable à qu'il y ait une communication de la part de Sciences Po, mais également de toutes les autres universités avec des Si je puis me permettre, sur la loi mobilisations. immigration, les présidents d'université ont pris position parce qu'il y avait un élément, je parle sous le contrôle de Thomas Soulier, chef adjoint du service politique, qui concernait les étudiants étrangers. C'était pas dans l'absolu dans le débat politique sur la loi immigration, c'était bien parce que ils considéraient que ils avaient une forme de compétence évidemment. liée, si j'ose dire, par rapport à la loi immigration. Non mais on en revient Non, à mais notre débat. j'ai pas dit que les présidents Non, non, mais d'université étaient des partis politiques. Non, non, mais évidemment. on en revient à notre débat, et encore une fois, quelles que soient les prises de position des uns et des autres dans le débat concernant la question de la cause palestinienne, de savoir si c'est le rôle des présidents d'université de répondre à ces injonctions qui sont effectivement faites par ceux-là même qui bloquent devant Sciences Po, de faire comme vous le demandez, non seulement un communiqué évoquant la situation à Gaza, mais pas seulement, puisque c'est aussi la rupture de tout lien et rapport avec des institutions israéliennes. Vous confirmez ça? Comment ça? Ça fait partie des revendications portées par les étudiants. Le fait de rompre le lien, tout accord d'association avec des institutions liées à la situation Jugés d'Israël. complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Ce Elles sont sont sous les le mots contrôle du des- gouvernement israélien qui bombarde chaque Mais jour donc ça les veut dire quoi? Donc ça veut Palestiniens. dire que par exemple l'université de Tel Aviv, on considère qu'elle est liée au gouvernement israélien. Mais non, mais là c'est la question des échanges internationaux. Le Oui, fait parce qu'il y ait- qu'une des revendications, c'est de mettre fin à tout lien avec le gouvernement israélien. Ben, évidemment, quand on a une université, si l'université de Tel Aviv, j'ai pas connaissance de ça, mais si l'université de Tel Aviv prend position en disant qu'elle dénonce le massacre en cours à Gaza, évidemment, je pense qu'il ne faut pas justement abandonner ce projet. En revanche, si elle ne le fait pas, non. Elle s'en rend Donc complice. plus d'étudiants qui viennent de l'université de Tel Aviv. Mais il y a aussi des étudiants internationaux qui rejoignent Sciences Po Paris et qui ne sont pas forcément affiliés à... Non, mais dans le cadre des affiliés échanges, à un- vous savez comment ça fonctionne à Sciences Po. Oui, la 3e année, il me semble, c'est ça. Mais il y a plein d'autres universités. Et enfin, aujourd'hui, oui, on a cette non prise de position de la part des institutions israéliennes que nous on déplore pour le coup.